deuxième partie de la journée. Donc, c'est un plaisir de participer avec Migration Santé et j'espère, en tant que président de cette séance de l'après-midi, de pouvoir m'appuyer sur les modérateurs et aussi sur les intervenants qui vont développer ce qui a été abordé donc, durant la matinée, et aussi sur vous, par vos questions, vos témoignages, et surtout votre vécu. Je pense que c'est important aussi qu'on ait des retours du terrain sur cette problématique des mineurs non accompagnés. Pour cette séance de l'après-midi, donc on a une première partie qui va être consacrée à l'intervention d'Ahmed Mohamed, psychologue clinicien, conférencier et membre du CA de Migration Santé, et la thématique qui va développer une clinique de l'errance spatiale et psychique. Deuxième intervenant, malheureusement, ce n'est pas le titulaire, puisqu'il a un empêchement de dernière minute. Et comme ce matin, on a fait appel donc au facteur qui va prendre le relais, mais là, on va le surveiller. Donc, pour s'assurer que le message arrive à destination et dans les temps impartis. Mais je connais Mohamed, donc de toute façon, ça sera difficile. Et puis, donc, mais on veillera. Et puis, bon, donc malheureusement aussi, on a un empêchement de dernière minute. Madame Nazia Moueddine, qui devait nous rejoindre, donc elle venait du Maroc, et vu les événements qui se passent au Maroc, elle n'a pas pu obtenir une autorisation de sortie de la part de sa faculté. Donc, à partir de là, donc, malheureusement, on passera directement à la table ronde et aux échanges de la deuxième partie. Je reviendrai tout à l'heure pour vous donner un aperçu sur le programme de la deuxième partie. Donc, on va commencer par l'intervention de notre ami Ahmed Mohamed. À toi. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis honoré d'être parmi vous, malgré que moi aussi je commence à être malade. Donc excusez-moi pour ma voix. Alors vous voyez le titre part donc les MNA de l'exil mode majeur à l'exil mode mineur, de rêve et de papier, une clinique donc de l'errance. Vous allez voir cette errance, elle se conjugue en 4 axes, c'est-à-dire une errance spatiale, c'est-à-dire tout ce qui concerne le changement d'espace et aussi les répercussions du changement de l'espace sur les mineurs. Une errance corporelle, vous allez voir le corps aussi lui-même, il est mis justement dans des situations très difficiles. Et une errance temporelle, c'est-à-dire avec le changement aussi de la temporalité. Par exemple, la plupart viennent de l'Afrique du Nord, ou de régions en quelque sorte pas très développées. Donc la perception du temps, elle change. On passe d'un temps polychrone, c'est-à-dire où dans la journée, on fait beaucoup d'activités. On a un temps pour le travail,
un temps pour les amis, un temps pour d'autres personnes. Donc il y a une polychronie dans la dimension temporelle. Et enfin, donc, il y a l'errance psychique qui est en quelque sorte quelque chose de très intéressant concernant donc ces mineurs. Alors pourquoi j'ai mis l'exil mode mineur, mode majeur à l'exil mode mineur? C'est-à-dire moi, je l'inscris dans une approche inter- et transgénérationnelle. C'est-à-dire, on peut dire, les majeurs, ce sont au départ tous les travailleurs immigrés qui sont venus travailler en France après cette période. Et cet exil mineur, il concerne donc ces mineurs non accompagnés. De rêve et de papier, c'est que dernièrement, j'ai découvert justement un livre qui, je vous le conseille, il est super. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de théorisation, mais seulement une enquête avec des récits et avec les expériences de jeunes mineurs qui ont fait à la fois la traversée du désert et la traversée des mers. Donc le livre s'appelle De rêve et de papier, 547 jours avec les mineurs isolés étrangers. Et l'écrivaine, elle s'appelle Rosen Lebert. Elle était donc éducatrice et en même temps elle est journaliste et elle est diplômée donc de Sciences Po. Alors, qui suis-je et d'où je parle? Je suis de formation donc psychologue clinicien et psychothérapeute familial. J'ai flirté toujours avec l'anthropologie, l'ethnologie, la philosophie et la psychologie clinique interculturelle. J'ai été enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse et j'ai assuré au cours de ma formation universitaire et ma vie professionnelle beaucoup de formations, que ce soit avec Migration Santé ou avec Interservices migrants. Donc, cette question justement des mineurs isolés m'intéresse d'autant plus que j'étais membre d'un laboratoire à la Sorbonne, à Paris 5, qui s'appelle le GERPA, qui est un groupe d'études de la psychologie des adolescents. On a fait beaucoup de travaux et beaucoup d'ouvrages sur le décrochage scolaire et culture, sur les violences aussi chez les adolescents. Donc la problématique de l'adolescence est une problématique qui m'intéresse énormément, et plus particulièrement ce qu'on appelle vivre son adolescence à la croisée de deux cultures. Comment trouver un équilibre entre la culture d'origine et la culture du pays d'accueil ou du pays de résidence. Donc, je vais commencer par une introduction, puis les MNA, qui sont-ils, une problématique générale, une clinique de l'errance donc corporelle, spatiale, temporelle et psychique, les conséquences psychopathologiques de l'errance, donc, et toutes les problématiques qui touchent cette frange de population. Donc, partir un jour, c'est espérer s'offrir une autre ligne d'horizon ou sauver sa peau. Mais partir ne garantit pas d'échapper à cette assignation. Comme le dit la philosophe, je ne sais pas comment monter le truc. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Non. Comme le dit donc la philosophe Barbara Cassin dans son essai qui s'appelle La nostalgie, qu'est-ce qu'elle dit? Commencer par l'introduction. Dans le tumulte des migrations modernes, les mineurs non accompagnés
Ces enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ou sur des routes d'exil périlleuses incarnent une figure extrême de la vulnérabilité. Arrachés à leur pays, je vous rappelle la chanson de Gaël Faye, Petit pays, un poème magnifique où il relate justement son exil et son amour de son pays natal. Donc, arrachés à leur pays, à leur famille, à leur enfance, ils se retrouvent projetés dans des environnements hostiles, sans protection stable ni repères affectifs. Mais, au-delà des chiffres et des parcours administratifs, c'est la dimension psychique de leur errance qui interroge. Ces jeunes vivent une rupture radicale, rupture de lieu, rupture de langue, rupture de culture et de cadre familial, ainsi que de temporalité. Leur corps devient un instrument de survie, leur mémoire un poids et leur avenir une abstraction. L'errance qu'ils traversent n'est pas uniquement physique, elle est corporelle, temporelle, spatiale et psychique. Ils expérimentent une désorganisation profonde de leur rapport à eux-mêmes, aux autres et au monde. Dès lors, comment comprendre les impacts psychiques de cette errance multiple sur ces jeunes en pleine construction identitaire? Comment leur parcours interroge-t-il la capacité de nos sociétés à offrir un espace de reconstruction et de reconnaissance? Nous verrons que cette errance, dans ses 4 dimensions, spatiale, corporelle, temporelle et psychique, agit comme une fracture identitaire et un défi à la résilience, nécessitant une prise en charge qui dépasse les seules logiques de contrôle d'hébergement, logiques gestionnaires et administratives. Les MNA, qui sont-ils? J'ai oublié de vous dire que mon expérience professionnelle, c'est que quand j'étais psychologue, j'ai supervisé une équipe de l'ASE pendant 2 ans dans une banlieue parisienne. Cette équipe était une grande difficulté parce qu'ils reçoivent à la fois des familles issues de l'immigration et aussi des jeunes mineurs non isolés. Et cette équipe en elle-même, entre éducateurs, assistantes sociales et psychologues, étaient eux-mêmes en conflit parce qu'il y a des divergences sur la conception et sur les attitudes à tenir face à ces jeunes-là. Donc chaque année, des milliers d'enfants traversent les frontières seuls, sans leurs parents ni tuteur légal, dans l'espoir de trouver refuge, protection et un avenir meilleur. On les appelle les mineurs non accompagnés. Ce phénomène encore mal compris du grand public est devenu un enjeu crucial dans les polémiques migratoires et sociales de nombreux pays, notamment en Europe et en France. En France, les MNA sont pris en charge par l'ASE, une fois leur minorité et leur isolement reconnus. Ils ont droit à une protection, à l'éducation, aux soins médicaux et à un hébergement. Cependant, le système est souvent saturé et beaucoup de ces jeunes peinent à faire valoir leurs droits, certains étant même laissés à la rue dans l'attente de leur évaluation. Ces MNA viennent principalement d'Afrique de l'Ouest, de la Guinée, du Mali, la Côte d'Ivoire, du Maghreb, mais aussi d'Asie, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh ou du Moyen-Orient. Les raisons de leur départ sont multiples. Fuir la guerre, les persécutions, la misère, les violences familiales ou encore espérer un avenir meilleur. Dans certains cas, ce sont des familles elles-mêmes qui envoient leurs enfants, souvent adolescents, avec l'espoir qu'ils réussissent à s'installer en Europe et puissent ensuite les aider
financièrement, ce qu'on appelle donc des enfants mandatés. Ils ont un mandat familial. Au niveau de la problématique, comment les MNA vivent-ils une errance multiple, spatiale, corporelle, temporelle et psychique, qui fragilise profondément leur construction identitaire et leur équilibre psychique? Quels sont les apports de la psychologie clinique interculturelle à la compréhension des mineurs non accompagnés et à la compréhension de leur exil et plus particulièrement de leurs rêves? Freud parle d'un travail du rêve et on voit qu'à travers les rêves, ce que ces jeunes, justement, espèrent et rêvent. Donc, mon travail de recherche s'inscrit dans le cadre d'une pratique clinique interculturelle, travail de supervision auprès d'une équipe de l'ASE dans la banlieue parisienne. Il s'agit d'interroger la question de la vulnérabilité, de l'errance observée chez les mineurs non accompagnés. Comme vous savez, des travaux antérieurs avec Marie-Rose Moreau et Toby Nathan, je vous rappelle aussi qu'il y a 5 ans à la santé, à l'hôpital, donc la santé, on a fait justement un colloque sur les mineurs isolés à l'époque. Donc ces auteurs ont défini cette vulnérabilité en lien avec l'impact de l'exil sur le développement psycho-affectif et cognitif. Cet impact est de nature traumatique et amène au clivage de monde. Mais au regard de notre pratique clinique, nous postulons que cette errance, avec ses 4 dimensions, aura des effets psychopathologiques sur ces jeunes en exil. D'où donc une clinique de l'errance d'une enfance et une adolescence sans ancrage. Le phénomène des MNA ne se résume pas à une question de migration ou à une question juridique. Il révèle une réalité plus profonde et souvent invisible, celle de l'errance, une errance multiple qui touche non seulement l'espace, mais aussi le corps, le temps et la psyché. Ces jeunes venus seuls, de pays lointains, vivent une expérience de rupture totale. Ils perdent leurs repères géographiques, changement radical d'espace, repères familiaux, perte du lien familial et de l'appareil psychique familial, perte de leur place dans la famille, des repères aussi, perte des repères culturels, perte de l'enveloppe culturelle, des repères corporels. Le corps devient un corps exposé, un corps étranger, un corps surnuméraire, un corps de l'altérité. Ils perdent aussi leur langue, d'où un changement sémiotique, perte, c'est-à-dire de la musicalité de la langue maternelle, ce qu'on appelle la prosodie. Et enfin, un ébranlement identitaire. Qui suis-je dans ce monde hostile? Analyser la situation des mineurs non accompagnés à travers ces 4 formes d'errance permet de mieux comprendre leur détresse, mais aussi leur résistance et leur résilience. On commence par l'errance spatiale, un exil sans fin. Les MNA sont par définition en déplacement, souvent depuis plusieurs années. Leur errance spatiale commence bien avant leur arrivée en Europe. Ils traversent plusieurs pays, souvent à pied, en camion, en bateau, dormant dans la rue ou dans des camps de fortune. À leur arrivée dans le pays d'accueil, cette errance ne s'arrête pas. Le parcours administratif peut les faire changer de foyer, de ville, de département ou même les renvoyer à la rue si leur minorité est contestée. Ils vivent dans une instabilité permanente, sans lieu fixe ni domicile durable. Cette errance géographique n'est pas seulement physique, elle signifie aussi l'absence d'ancrage. Ils ne sont nulle part pleinement, ni dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté, ni dans leur pays d'accueil qui les considère souvent
avec suspicion. Leur existence est entre parenthèses, en transit dans un non-lieu. Deuxièmement, l'errance corporelle, un corps exposé et fragilisé, voire soupçonné. Le corps des Yamena est au cœur de l'errance. Ce corps, c'est d'abord celui qui marche, qui fuit, qui souffre de soif et de la faim. Beaucoup ont subi la faim, le froid, la traversée du désert, la violence, parfois la torture ou des abus sexuels, surtout les filles. Leur corps devient l'objet de la survie et en exil de surveillance. Écoutons le discours de ce jeune qui parle de sa traversée du désert. Il s'appelle Souley. Souley ne sent plus passer le sang dans sa jambe droite, écrasé sous le poids d'un Camerounais bien plus lourd que lui. Mais il ne se plaint pas et force le visage à camoufler les traits de sa douleur. Jamais Souley n'aurait imaginé le Sahara aussi vaste. Nous sommes devant un barrage. Deux règles ici. Ne pas regarder dans les yeux et obéir. On va arriver, Souley. Marche, continue. Tu sais jouer au foot, non? C'est comme un match ici. Même quand l'équipe adverse te domine, tu ne t'arrêtes pas avant le coup de sifflet de la Coupe d'Afrique du désert. C'est tiré donc de Lebert, de Rêve et de Papier. En arrivant en Europe, ce même corps est examiné, mesuré, évalué, tests osseux pour déterminer leur âge, examens médicaux intrusifs. Le corps devient une preuve administrative, un outil de justification. Il est dépossédé de sa subjectivité. Leur intimité est souvent niée et leurs paroles remises en doute ou mal comprises. Le corps errant est aussi un corps exposé, blessé, surveillé. Comme faire là, 5. Le corps de l'étranger a toujours constitué une matière délicate et ambiguë. Il a constamment été évoqué, explicitement décrit comme porteur de différence, d'étrangeté, de toutes les époques et de la pensée psychiatrique et psychopathologique. Que l'on songe au corps des primitifs, au corps des colonisés ou des indigènes exposés dans des eaux humains, au corps des migrants, au corps des victimes de violences, au corps des exclus, au corps de tous ces sans, S-A-N-S, sans domicile fixe, sans travail, sans famille. Ainsi le corps est à la fois lieu de différence réelle en fonction des cultures et des subcultures et des classes sociales. Il s'agit de fantasmes protecteurs qui mettent à distance l'autre de la parole en fétichisant l'étrangeté de son corps. Troisième errance, l'errance donc temporelle, un temps suspendu. Les Yamena vivent également une errance temporelle, un rapport au temps profondément déréglé. Leur jeunesse est comme figée. Ils attendent qui? Là, on pense à Samuel Beckett, en attendant Godot, mais ils attendent une réponse à leur demande de prise en charge, une décision de justice, un rendez-vous, une régularisation. Pendant ce temps, leur vie reste bloquée, comme si le temps réel s'était arrêté. L'enfance est terminée très tôt, l'adolescence, c'est ce feu qui ne veut rien d'autre que brûler de passion, de rêve, de papier en règle et d'absolu. Vous connaissez le phénomène qu'on appelle au Maghreb les haraga, ceux qui veulent le brûler, c'est-à-dire ils brûlent à la fois leur papier, leur identité, pour s'expatrier et traverser la mer, la Méditerranée, pour venir en Europe. Enfin, l'errance psychique, la perte de soi et son identité. L'errance psychique est sans doute la plus invisible, mais aussi la plus grave. Ces jeunes portent des traumatismes lourds, guerre, mort de proches, violence, abus sexuels, abandon,
absence de repères culturels, affectifs et sociaux, aggravent leur détresse mentale. Beaucoup souffrent de troubles anxieux, de stress post-traumatique, de dépression, mais peu bénéficient d'un accompagnement psychologique. L'errance psychique, c'est aussi la difficulté de se reconstruire une identité. Ils changent de langue, de culture, parfois même de prénom. Combien reste? Alors, dans la plupart des entretiens, on retrouve chez eux des assises narcissiques fragiles, liées à des traumatismes vécus pendant les premières années de la vie, une verbalisation d'expériences traumatiques, des récits stéréotypés, des symptômes dépressifs avec tristesse, sentiment de vide, ralentissement moteur, une altération des communications sociales, perte de l'appétit et perte de l'élan vital, des symptômes anxieux avec des angoisses, des troubles du sommeil, peur, stress et tremblement. Enfin, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vous parle un petit peu de ce que peut la psychologie interculturelle dans la prise en charge donc, de ces mineurs. Comme vous savez que la psychologie interculturelle a été presque échafaudée dans les années 80. Mon directeur de recherche avec qui j'ai fait ma thèse, qui s'appelle Carmel Camilleri, c'est lui qui était l'initiateur ou qu'on appelle le pape de l'interculturel. Il était psychosociologue et il a travaillé beaucoup donc sur les problématiques interculturelles, tout ce qui touche donc la rencontre entre cultures différentes. Et dans cette rencontre de cultures différentes, il peut y avoir une jonction ou une disjonction, concordance, discordance, et des problématiques donc qui touchent la question de l'altérité, l'altérité par rapport à la langue, l'altérité par rapport à tout ce qui touche justement les problématiques essentielles de la construction identitaire. Dans mon ouvrage qui s'appelle Langue et identité, qui est un travail donc issu sur des jeunes issus de l'immigration maghrébine, se pose avec grande acuité donc la problématique de l'interculturalité. Donc ce que l'interculturalité peut amener, c'est un travail de décentration et un travail de réflexion sur cette question essentielle qui est la question donc de la différence et de l'altérité. Voilà, je vous remercie. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, même si je ne la connais pas, la personne. Il n'y a pas de théorie. Bien, merci Ahmed pour cette présentation. Nous allons donner la parole donc, aux assistants. 2 questions, s'il vous plaît, suite à l'intervention d'Ahmed. Donc je constate qu'il n'y a pas de demande de parole. Bien, bah écoutez, merci. Donc nous allons enchaîner avec... pas de questions. Donc, est-ce que tu es d'accord pour que ton PowerPoint soit après partagé donc, non, en faisant la nouvelle forme, donc on le mettra à disposition. OK. Donc vous aurez le PowerPoint, donc, c'est-à-dire mais révisé. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un peu plus de détails sur cette intervention. L'intervention qui suit, donc c'est Mohamed qui va s'en charger. Elle est de Jamel Lascar, qui est donc docteur en psychologie et qui propose toute une réflexion et un témoignage à partir de sa pratique sur l'ethnopsychiatrie et la problématique, donc, c'est-à-dire du recours à cette ethnopsychiatrie, que ce soit par les soignants
ou les travailleurs sociaux. À toi, Mohamed, la parole. Moi, j'aime bien être en phase avec c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.